Cette semaine, un nouveau drama sociétal s'est déroulé en France, et plus spécifiquement à Strasbourg, et donc forcément je vais en parler, et ce drama évidemment a enflammé les réseaux sociaux. Cette affaire, qui est insignifiante en tant que telle, je vous le dis tout de suite, se déroule dans une boutique Geox qui oppose donc un gérant à une intérimaire qui porte un voile islamique. Et donc s'ensuit une altercation, et donc tout ceci évidemment déclenche des milliers de réactions sur Twitter et dans les médias, les uns hurlant au racisme systémique, à l'islamophobie, les autres hurlant à la police de la charia, qui menace donc l'ordre républicain. Bref, comme tous les ans, nous avons droit à une énième crise de laïcité aiguë, une énième crise identitaire, et surtout à d'interminables débats sur le voile et sur l'assimilation républicaine. Et bien sûr, le problème, c'est que ces débats se déroulent dans les médias de grand chemin, sans que personne, en fait, n'apporte de solution crédible, que ce soit les gauchistes, évidemment, ou que ce soit les gens qui continuent encore aujourd'hui, en 2024, à nous vendre la laïcité comme la solution miracle à tous ces problèmes. Et donc mon but, ce n'est pas de commenter, évidemment, ce fait divers, qui encore une fois n'a pas beaucoup d'importance. Mon but ici, c'est plutôt d'analyser le fait de société que cette affaire, et que ce genre d'affaires, dissimule en réalité. Commençons par dire que ce gérant est dans son droit d'exiger une certaine tenue vestimentaire pour ses subordonnés, tant que cette exigence bien sûr reste raisonnable, et en ce qui nous concerne, tant qu'il n'exige pas de ses employés de porter des tenues indécentes. Or, il est évident qu'une femme peut tout à fait s'habiller de façon parfaitement décente, sans nécessairement avoir à porter le voile. Bien qu'il puisse bien sûr exister des cas de discrimination injuste contre des femmes voilées musulmanes, eh bien nous avons aussi des raisons de croire que parfois, certaines jeunes femmes musulmanes, spécialement des adolescentes, exagèrent leurs revendications, poussées en cela notamment par toute la propagande gauchiste et par tout le côté m'as-tu vu Instagram, revendications qui s'avèrent parfois n'être que des caprices passagers. Elle ferait bien mieux de suivre la morale chrétienne, beaucoup plus équilibrée en la matière, morale chrétienne qui bien sûr a toujours fait l'éloge du port du voile comme nous le faisons nous-mêmes, mais qui n'en a jamais fait une obligation absolue, surtout dans des contextes culturels où le port du voile n'est pas une chose courante. Et dans de tels contextes, nous dit notamment saint Thomas d'Aquin et les moralistes chrétiens, la volonté trop obstinée de vouloir porter le voile en toute occasion risque de devenir une démonstration d'orgueil et de trouble, plutôt qu'une démonstration de modestie et de discrétion. Encore une fois, il est tout à fait possible pour une femme d'être vêtue et de se comporter de façon extrêmement décente et pudique sans avoir nécessairement à porter le voile. On se demande d'ailleurs pourquoi cette jeune fille, si elle prétend être une musulmane aussi stricte, s'autorise à aller travailler au milieu d'hommes ou à se filmer tout simplement et à partager ses vidéos sur les réseaux sociaux. Mais bref, passons. Il apparaît d'ailleurs que le règlement intérieur de Geox impose à ses employés de ne pas porter de couvre-chef dans l'exercice de leurs fonctions. De plus, on a appris par la suite que la jeune femme en question avait déjà travaillé dans ce magasin sans porter de voile et avait donné entière satisfaction à son employeur. Il semble donc que nous ayons affaire, une fois de plus, à une histoire insignifiante, à un énième caprice sans importance qui finit par être monté en épingle sur les réseaux sociaux, faisant apparaître une fois de plus les nombreuses fractures sociétales françaises. Et c'est bien la seule raison pour laquelle nous prenons la peine d'en parler aujourd'hui. Ajoutons que si ces affaires, qui sont effectivement apparemment insignifiantes, prennent autant d'ampleur, c'est aussi parce qu'une partie de l'opinion publique est encore traumatisée par les assassinats de Charlie Hebdo ou celui plus récemment de Samuel Paty et de tous les autres. Mais le vrai drame, c'est que l'opinion publique française ne semble toujours pas capable de comprendre la source du problème et donc d'y apporter une réponse appropriée. Et la raison pour laquelle les Français ne sont plus capables de comprendre justement ou de reconnaître la source du problème, c'est tout simplement parce que 2 siècles de révolution ou 2 siècles et demi de révolution ont fait que les Français ne savent plus comment aborder la question du religieux dans l'espace public. Chose qui pourtant pour nous, en tant que catholiques, nous semble tout à fait naturelle. Nous avons déjà dit par le passé que, contrairement à d'autres, et malgré notre opposition évidente à l'islam en tant que catholiques, nous n'avons rien contre le voile des musulmanes. Plus généralement, nous n'avons rien contre le port du voile tout court, au contraire, nous sommes même pour que les femmes musulmanes puissent le porter dans le milieu scolaire et dans l'administration publique, à condition qu'il soit adapté aux traditions esthétiques françaises. Pour paraphraser Patrick Buisson, nous avons plus de respect pour une femme musulmane voilée qui pratique au moins la modestie naturelle que pour la Lolita instagrammeuse en mini-jupe. Cependant, de telles libéralités ne seraient possibles que dans une société française réconciliée avec sa propre identité. Autrement dit, avec sa propre spiritualité, ou en tout cas celle qui a fait naître la France. Et c'est ici, évidemment, que se trouve le véritable problème. Réconcilier la société française implique de la purger de ces éléments parasitaires, qu'ils soient exogènes ou qu'ils soient endogènes, et je dirais même surtout endogènes.
Autrement dit, cette réconciliation de la France avec elle-même, qui est un effort absolument nécessaire pour envisager sereinement le futur, ne sera possible que lorsque nous aurons retrouvé un équilibre spirituel, moral et ethno-culturel satisfaisant, ce qui est évidemment loin d'être le cas actuellement. Malheureusement, nous sommes encore trop peu nombreux à poser le bon diagnostic et à proposer les bonnes solutions, tandis que l'ensemble de la classe politique, à droite comme à gauche, s'enferme encore dans le consensus idéologique qui nous a menés à cette situation de chaos sociétal. Nous le disons assez souvent, l'immigration de masse rend l'assimilation et l'intégration absolument impossibles. Et puisque l'immigration est devenue une véritable idéologie au sein de la classe dirigeante, le volume des flux migratoires, légaux ou illégaux, n'a cessé de croître au fil des années. Plus l'immigration augmente, plus la société se fracture et plus l'assimilation devient impossible. En conséquence de quoi, les phénomènes communautaristes violents se multiplient, non seulement à l'encontre de la communauté nationale ou de ses symboles, mais même entre les acteurs de la multiculturalité. J'avais écrit un article à ce sujet il y a déjà plus de 10 ans dans le défunt Lys Noir, et nous en avons vu encore tout récemment des exemples comme l'agression violente d'une collégienne de 13 ans, Samara, tombée dans le coma, après avoir été frappée à mort par un groupe de filles qui la harcelait depuis plusieurs années, semble-t-il en partie à cause de prétextes religieux. On peut aussi évoquer le drame qui s'est joué la semaine dernière à Viry-Châtillon, où un jeune adolescent de 15 ans a été battu à mort par 4 garçons qui lui reprochaient d'avoir une correspondance immorale avec la sœur de l'un d'entre eux. Toutes ces nouvelles affaires relancent évidemment le double problème de l'immigration, notamment de l'immigration musulmane, et de l'assimilation. Et c'est là une question qui hante la vie publique française depuis maintenant plusieurs décennies. Le problème, c'est que le temps passe, l'immigration augmente, et on ne trouve toujours pas de solution. Et donc, il faut comprendre pourquoi. En réalité, toute politique d'assimilation a été rendue impossible depuis que l'immigration est devenue une idéologie dans le courant des années 70-80. Idéologie économique pour les néolibéraux qui voient la société comme une grande entreprise capitaliste dans laquelle n'importe qui peut s'intégrer tant qu'il remplit une fonction économique. Idéologie morale pour les gauchistes qui considèrent quant à eux que les frontières nationales n'existent pas et que la citoyenneté d'un pays s'étend par nature à l'ensemble de l'humanité, surtout lorsqu'il s'agit d'un pays occidental. Et puis bien sûr, il faut compter sur l'opportunisme électoraliste. Des élus de droite comme de gauche ont bien compris, notamment dans les années 80 et 90, quels avantages ils avaient à tirer de séduire justement une certaine population d'origine immigrée. Dans les deux cas, nous voyons que l'immigrationnisme est le fruit direct de l'idéologie libérale qui conçoit la société comme étant le fruit d'un contrat social positiviste et qui rejette ainsi le principe même de société organique. Je sais bien sûr que certains libéraux classiques protesteront en affirmant que leur doctrine accepte le principe du droit naturel et qu'ils rejettent l'égalitarisme, mais très franchement, ces 200 dernières années de développement social en Occident suffisent à prouver qu'ils vivent eux aussi dans une illusion philosophique qui est également sur le point de disparaître. En tant qu'idéologie, l'immigrationnisme et le multiculturalisme qui l'accompagne devient alors par définition un processus sans aucune limite. Ceci explique pourquoi, en pleine campagne européenne en 2024, Valérie Hayer et Raphaël Glucksmann persistent encore à vanter les mérites de l'immigration, affirmant d'une part que s'opposer à l'immigration c'est nécessairement la marque d'un esprit intolérant, xénophobe, raciste, et d'autre part que nous n'aurions pas d'autre choix que d'accepter l'immigration de masse si nous voulons sauver notre système de retraite et si nous voulons retrouver la fameuse croissance. On voit ici que les arguments gauchistes se marient parfaitement avec les arguments néolibéraux, précisément parce qu'ils partagent la même métaphysique. Et tel est encore aujourd'hui le consensus idéologique partagé par une bonne partie de la classe politique, alors même que les sondages montrent que depuis 20 ans, 70% de Français, c'est une statistique constante, 70% de Français veulent la fin de l'immigration de masse. Que des dizaines d'études démontrent que l'immigrationnisme a des effets socio-économiques extrêmement négatifs et que des centaines de statistiques prouvent qu'une partie disproportionnée de personnes immigrées ou issues de l'immigration récente est responsable de délits, de crimes, de viols et de meurtres. L'autre facteur qui a rendu l'assimilation et l'intégration impossibles dès le départ, c'est aussi le fait qu'il est impossible d'assimiler ou d'intégrer dans une société qui renie elle-même ses racines spirituelles et morales. En d'autres termes, il est impossible d'assimiler quoi que ce soit à du vide.
N'oublions pas que l'immigration de masse, en tant que phénomène pratique et idéologique, s'est mise en place dans les années 70 et 80, c'est-à-dire dans une époque qui a vu le triomphe de la contre-culture postmoderne, la victoire du néolibéralisme et la domination du sécularisme jouisseur et consumériste. Autrement dit, l'immigration de masse a surgi dans une société qui s'efforçait joyeusement d'abandonner son anthropologie profonde sous prétexte de modernisation des structures traditionnelles et de libération des consciences et des mœurs. Cette société-là était incapable d'anticiper les problèmes qu'elle subit aujourd'hui et elle est donc évidemment incapable de les résoudre tant qu'elle ne renoncera pas à ce poison philosophique du libéralisme. Cette société occidentale en état d'amnésie identitaire est donc incapable d'intégrer, mais elle est aussi incapable de se défendre efficacement contre les effets extrêmes de l'immigrationnisme que sont, par exemple, la délinquance communautaire, le séparatisme exogène, l'islamisation, etc., etc. Les deux seuls marqueurs identitaires qui restent alors à l'Occident sans Dieu et sans morale sont le sécularisme et l'identitarisme, que ce soit à gauche ou à droite. Il n'est donc pas surprenant de voir aujourd'hui des discours assez similaires chez des personnalités aussi diverses que Caroline Fourest, Céline Pina, Éric Zemmour ou Michel Onfray, pour ne citer qu'eux. Or justement, l'obstination amorale et séculariste qu'on retrouve encore trop souvent dans les discours politico-médiatiques, surtout ceux qui sont promus sur BFM TV et CNews, ne fait qu'exacerber les problèmes posés par l'immigration de masse et par la multiculturalité. Le sécularisme, ce n'est pas seulement le refus de soumettre l'ordre social au droit divin, c'est aussi, et presque par voie de conséquence, le refus de soumettre l'ordre social à la loi naturelle. Et lorsque même les lois naturelles sont rejetées, nous dit Pie XII, eh bien la société finit inévitablement par régresser dans la barbarie. En ayant affaibli considérablement les structures naturelles de la société organique, le sécularisme empêche celle-ci de pouvoir assimiler les immigrés, non seulement lorsqu'ils sont en nombre raisonnable, comme c'était encore le cas au début, au milieu des années 80, mais encore plus lorsque leur nombre devient absolument insoutenable, comme c'est le cas déjà depuis une bonne vingtaine d'années. Si le consensus immigrationniste reste fort au sein de la classe dirigeante, l'immigration est pourtant un phénomène rejeté par un nombre de plus en plus important de Français, y compris par une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron et même par une partie de l'électorat de la gauche socialiste et de l'extrême gauche. Ceci explique en grande partie la montée en force du Rassemblement national qui entre-temps s'est institutionnalisé et a adopté un visage beaucoup plus jeune et séduisant. L'immigration est devenue tellement impopulaire et ses conséquences deviennent tellement manifestement néfastes pour l'ensemble de la société que même une partie significative d'immigrés installés en France depuis les années 60-70, c'est-à-dire dans le contexte de la chute de l'empire colonial, et qui sont désormais pour certains d'entre eux grands-parents, voire même arrière-grands-parents, eh bien ces gens-là veulent aussi fermer la porte à cette nouvelle immigration massive, envahissante et illégitime. Malheureusement, le consensus séculariste et libertaire continue d'être partagé par la quasi-totalité de la classe politique. Depuis les attentats de Charlie Hebdo, nous avons vu émerger une sorte de réaction laïcarde dans le discours politique. Face au problème des manifestations plus ou moins violentes de l'islam, les politiciens du RN jusqu'au centre-gauche, voire même dans une partie de la gauche radicale, en appellent tous en permanence au fameux sursaut républicain, à la défense impitoyable et ferme du principe de laïcité sur l'ensemble du territoire. Par opportunisme ou par conviction, certaines figures de la droite nationale n'hésitent pas à surenchérir sur le sujet, profitant évidemment du fait que la gauche radicale, en particulier les mélenchonistes et les écologistes, ont totalement abandonné le laïcisme à l'ancienne au profit d'une stratégie woke et intersectionnelle. Comme l'a très justement remarqué un jour Geoffroy Lejeune, la laïcité n'est tout simplement pas le bon outil pour traiter les problèmes posés par l'immigration ou par l'islam, tout particulièrement en matière d'assimilation et d'intégration. Mais ce n'est pas seulement la laïcité que l'on persiste à opposer au multiculturalisme et à l'islamisme, ce sont aussi et de plus en plus les acquis de la contre-culture postmoderne. Même à droite, on n'hésite pas à soutenir des influenceurs ou des personnalités, appelez ça comme vous voulez, comme la fameuse Mila, qui est une espèce de caricature de femme moderne, athée, portant des cheveux courts, s'exposant souvent de façon indécente sur les réseaux sociaux, revendiquant le droit de blasphémer n'importe quelle religion et d'exprimer une sexualité libre, entre guillemets. Ainsi, sous prétexte de combattre l'immigrationnisme, on en arrive à soutenir sans réserve des blasphémateurs publics. Sous prétexte de combattre l'islamisation de notre société, on fait la promotion des mœurs dégénérées de la révolution sexuelle.
Pour ajouter à la confusion, on va même jusqu'à présenter le sécularisme et la contre-culture postmoderne comme faisant partie de la culture et de l'identité européenne, alors qu'ils en sont l'antithèse, et qu'ils en sont, je dirais même plus, le dissolvant. Et on ira ensuite sur les plateaux de télévision vanter les mérites d'une civilisation judéo-chrétienne, ou chrétienne en ce qui nous concerne, dont on méprise en réalité les principes fondamentaux. De tout ceci, il résulte une véritable confusion identitaire qui est particulièrement problématique pour la droite nationale, laquelle semble être réduite à se servir du poison libéral-libertaire en croyant pouvoir ainsi éliminer le poison multiculturel. Mais loin de régler ce problème, cette méthode ne fait qu'exacerber les tensions sociétales tout en rendant toujours incertaine la victoire politique qui permettrait enfin de conduire une véritable stratégie d'assimilation et une politique de rééquilibrage ethnoculturel. Et d'ailleurs, on voit que ce climat délétère, ce climat parfois d'hystérie, pousse plutôt les bons éléments à s'expatrier, tandis que les racailles et les immigrés illégaux ou illégitimes ont plutôt tendance à s'incruster dans notre société pour profiter pleinement du désordre et de la permissivité qui y règne. Et j'ajouterais même désordre et permissivité qui sont précisément rendus possibles par ce libéralisme mental qui imprègne tant notre classe politique et, il faut le dire aussi, une bonne partie des Français. Car enfin, même si demain on décidait d'expulser tous les musulmans ou même toute personne suspectée d'avoir ne serait-ce qu'une goutte de sang extra-européen, eh bien la vérité est qu'on se trouverait toujours dans une société sans Dieu, sans morale et sans ambition universelle qui retomberait bien vite dans les déboires que nous connaissons actuellement. C'est d'ailleurs comme ça qu'on en est arrivé là. Fort heureusement, chacun, même Mila, peut constater aujourd'hui que la laïcité est en train de mourir à petit feu. Elle vit peut-être même ses dernières années. Nous pensons évidemment qu'il faut plutôt se réjouir de ce développement, à condition bien sûr d'apporter une alternative à ce système moribond, une alternative qui ne peut qu'être spirituelle et morale, ce qui implique donc de ne pas se complaire encore davantage dans le nihilisme séculariste. Car il faut comprendre que le sécularisme, qui n'est que l'autre nom de la laïcité ou du libéralisme philosophique, appelez ça comme vous voulez, le sécularisme a été une rupture radicale avec l'anthropologie européenne traditionnelle, et en fait avec toute anthropologie naturelle. C'est une anomalie qui doit disparaître et qui va inévitablement disparaître. Il vaut mieux donc s'y préparer. La laïcité, telle qu'elle a été conceptualisée dans l'époque contemporaine, c'est-à-dire depuis le siècle des Lumières et depuis la Révolution, même si ça a commencé un petit peu avant, peu importe, cette laïcité, il faut comprendre qu'elle n'a jamais existé nulle part dans l'histoire humaine. La Rome païenne ne connaissait aucune distinction entre pouvoir religieux et politique. Mais bien sûr, l'avènement du christianisme va venir restaurer toute chose dans le Christ. L'Europe chrétienne va distinguer le pouvoir religieux et le pouvoir politique, mais sans les séparer. Nos sociétés modernes, qui sont nées des révolutions libérales et socialistes de ces 2 derniers siècles, ont prétendu retrouver le véritable esprit antique, débarrassé des dogmes, de la morale et des superstitions chrétiennes, en épousant un libéralisme philosophique et religieux qui, en réalité, n'a jamais vraiment existé, surtout sous cette forme radicale, dans le monde païen. La réalité, c'est que seul le christianisme, prouvant d'ailleurs ainsi sa véracité, a fait comprendre au monde que le pouvoir spirituel et temporel devait être certes distingué, mais jamais séparé. Effectivement, aucune société ne peut survivre sans un ordre moral, sans une espérance, sans normes religieuses, capable d'unir les populations dans une vision éthique bien déterminée et vers un futur commun. Et c'est en ce sens que nous disons que le laïcisme ne fut absolument pas un progrès, il fut une régression vers ce que le monde païen avait produit de pire. Le laïcisme ne fut pas une évolution historique naturelle, mais il fut une rupture anthropologique radicale. Et de fait, toutes les dérives idéologiques de la contre-culture freudo-marxiste et libérale-libertaire, dont tout le monde se plaint aujourd'hui en parlant de wokisme sans savoir exactement d'où ça vient, eh bien toutes ces dérives idéologiques, elles découlent entièrement de cette idéologie séculariste occidentale. Il n'est donc pas surprenant que l'obstination de notre société à s'accrocher à ce mythe laïciste se traduise aujourd'hui par une crise générale d'autorité, illustrée en l'espèce par les manifestations de sauvagerie de jeunes racailles allochtones, ou aussi par l'influence du gauchisme au sein de la jeune bourgeoisie urbaine, mais aussi, plus simplement et de façon beaucoup plus significative, au sommet même de notre gouvernement. Mais alors, quelle est donc la solution ? Eh bien, ceux qui veulent appliquer les méthodes des sociodémocrates danois, c'est-à-dire moins d'immigration, voire pas du tout d'immigration, mais tout en ne corrigeant en rien les défaillances institutionnelles et anthropologiques de notre époque,
Eh bien, ces gens-là sont, à mon avis, des gens qui ont plusieurs trains de retard et qui manquent cruellement de sérieux et de réalisme. Il faut évidemment stopper l'immigration, ça devient une lapalissade à ce point. Il faut bien sûr procéder à l'expulsion d'un certain nombre d'indésirables et également à des dénaturalisations, mais il faudra beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus que cela, pour restaurer l'ordre social et l'anthropologie française et européenne. Et bien sûr, aujourd'hui encore, beaucoup de gens se refusent à l'inévitable, car ils ne veulent pas renoncer aux jouissances coupables de la postmodernité. Eh bien, il faudra pourtant qu'ils s'y fassent. Le retour de l'ordre social chrétien est inéluctable. Et nous sommes, en l'espèce, les seuls capables de remettre de l'ordre dans ce pays, au moins sur le plan des principes directeurs. Et fort heureusement, grâce au retour de plus en plus important du catholicisme et du sentiment religieux, d'une façon générale, au sein des jeunes générations de Français, mais surtout du catholicisme, c'est le plus important évidemment, je pense que nous nous dirigeons petit à petit vers une situation où de plus en plus de citoyens vont comprendre que l'assimilationnisme laïcard et l'intégration néolibérale ne sont pas du tout des solutions, mais sont en fait les sources du problème. Et donc petit à petit, les intelligences vont s'ouvrir et s'ouvrent déjà aux sages solutions de l'intégralisme catholique, à condition bien sûr que nous soyons au rendez-vous, que nous soyons là évidemment pour présenter ces solutions. Pour retrouver un équilibre ethnoculturel viable et pour redonner ces lettres de noblesse à la véritable notion de citoyenneté qui, évidemment, a été complètement laminée par cette idéologie immigrationniste, eh bien, il faudra évidemment procéder, comme je l'ai dit, à des dénaturalisations. Oui, absolument, il faudra retirer la citoyenneté et donc la nationalité à un certain nombre de gens qui ne la méritent pas, et il faudra procéder également à des expulsions exemplaires. J'insiste sur le mot exemplaire, car il faudra, et pas seulement en cette occurrence-là, faire des exemples, pour parler sobrement. D'ailleurs, l'avantage des réseaux sociaux, c'est que nous pouvons désormais facilement identifier toutes les personnes qui manifestent une haine authentique contre la culture française et européenne, et qui donc n'ont rien à faire ici. Il ne faudra pas oublier, bien sûr, de punir, avant toute chose, les politiciens, magistrats, journalistes, activistes et autres personnalités publiques qui sont, il ne faut jamais l'oublier, les premiers responsables du chaos multiculturel dans lequel nous vivons. Et pour parvenir à ce rééquilibrage ethnoculturel qui nous permettra à la fois de définir un modèle d'intégration clair et efficace, tout en nous débarrassant des éléments indésirables et illégitimes, qu'ils soient d'ailleurs, encore une fois, exogènes ou endogènes, il nous faudra impérativement établir les principes de la foi chrétienne au sommet de notre constitution, au sommet de nos lois organiques. Ce n'est pas un choix, c'est plus qu'une obligation, c'est littéralement à ce stade une nécessité.